Très bien. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui le retour d'expérience de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring sur la mise en œuvre du projet anonymisation. Et donc, voilà, je suis accompagnée de Blaise Diane, qui est donc DPO du groupe Crédit Agricole Leasing et Factoring, qui a été réellement chef d'orchestre sur la mise en œuvre de ce projet. Et puis qui va nous expliquer, bon, moi je vais faire une petite introduction, qui lui va nous expliquer comment il a organisé ce projet et quels en sont les bénéfices, les gains. Voilà, alors d'abord, on va parler du contexte des enjeux et des objectifs. Donc tout ce projet, en fait, il a été mis en place pour se prémunir du vol des données en environnement de production, mais aussi en environnement hors production, surtout en environnement hors production. Parce qu'en fait, le problème qu'on adresse avec l'anonymisation des données, c'est le fait de transformer des données en données utilisables dans les environnements hors production, parce qu'elles sont copiées précisément, ces données, d'un environnement de production extrêmement sécurisé vers d'autres environnements beaucoup moins sécurisés. Donc le problème, c'est qu'il faut que les données elles continuent à être exploitables pour les métiers qui vont les utiliser. Or, dans les environnements hors production, on va avoir des développeurs, des testeurs, des recetteurs, des gens qui ont besoin de données fonctionnelles pour faire leur job au quotidien. Hein, c'est réellement ça le sujet de l'anonymisation des données. Ce qui va être important, c'est que comme ça, on va préserver l'image de marque de l'entreprise, on va faire baisser le risque de fuite de données dans ces environnements qui sont fragiles, quoi, en réalité. Alors, pourquoi c'est important de relever ce défi? Parce que le SI de Crédit Agricole Leasing et Factoring est particulièrement complexe. Il y a plus de 300 applications extrêmement hétérogènes, tout type de technologies de base de données et des applications très interconnectées qui ont besoin de très grande cohérence pour qu'on fasse cette anonymisation de données. Donc, cerise sur les gâteaux, avec ce projet, on a optimisé la connaissance et la persistance du SI parce que souvent le modèle de données des applicatifs n'était plus connu. Et notre technologie, comme elle permet de constituer le dictionnaire de données, en fait, elle a permis dès le début, dès les premières phases, de tracer cette connaissance de la donnée qui était perdue. Et puis, autre sujet évidemment, c'est se conformer à la réglementation, hein, vous le savez tous. En fait, ce sujet, il est aussi lié au RGPD, à NORA, à DORA et à NIS 2. Et on va éviter l'amende et là aussi l'impact sur l'entreprise. Ce qu'on évite ici, c'est avec un projet comme celui-là, c'est la perte de crédibilité. Parce que quand on a une attaque, évidemment, elle est bien médiatisée. Et en général, vos clients savent que vous n'avez pas été bon. Et puis donc, ce qu'on évite aussi, c'est l'amende qui vient impacter les performances financières de l'entreprise. Voilà, j'avance. Un petit passage sur l'anonymisation, parce que j'ai trouvé au travers de ce salon que le public qu'on avait ici n'était pas forcément très au courant de ce qu'était l'anonymisation de données. En général, le chiffrement est bien compris des gens de la cybersécurité. J'ai voulu ici simplement imager ce qu'était l'anonymisation et la pseudonymisation versus le chiffrement. Le chiffrement, vous savez tous ce que c'est. On va rendre une donnée totalement inexploitable. Là, vous voyez par exemple Christophe se transforme en une série de chiffres et de lettres. C'est complètement inexploitable et c'est très bien comme ça parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour transporter ou stocker de la donnée qui ne va rien faire. Donc c'est très bien ainsi. Par contre, nous, vous l'avez compris, le but, l'objectif qu'on recherche avec l'anonymisation de données, c'est précisément de continuer à avoir des données fonctionnelles qui puissent être utilisées par un testeur, par exemple, ou par un développeur. Donc là, vous voyez, mon anonymisation, ce qu'elle va produire, ou ma pseudonymisation, on va produire des noms, des prénoms, des dates de naissance qui vont être cohérentes par rapport à l'âge de la personne, par exemple. Et c'est ça qui va nous permettre de donner de la matière de qualité
aux métiers qui vont devoir les exploiter derrière. La différence entre anonymisation et pseudonymisation, elle tient à l'existence d'une table de correspondance chiffrée. En tout cas, dans notre techno, elle est chiffrée. Donc, si je veux faire de la pseudonymisation, je garde la table de correspondance, auquel cas mon anonymisation va pouvoir être détricotée, je vais pouvoir revenir à la donnée d'origine. Et si je veux faire de la pure anonymisation, je détruis cette table de correspondance et j'obtiens une réelle anonymisation qui ne me permet pas de revenir à la donnée d'origine. Donc ma donnée est complètement fictive et restera fictive. Voilà, j'en ai fini avec cette petite introduction. Je vais laisser la parole à Blaise qui va vraiment nous parler de son projet. Alors merci Cécile pour cette introduction. Alors, le SI de Calef, c'est un SI de plus de 300 applications. Vous avez à peu près tous les éditeurs qui existent sur la place, toutes les technologies de SGBD, donc les grands, les petits. Voilà, vous avez du développement local, mais également beaucoup de progiciels. Et donc, nous avons un SI qui est très interfacé. Donc, c'est un interfaçage en EAI avec des flux synchrones et asynchrones. D'accord? Donc il y a des flux qui sont instantanés, des flux qui sont hebdomadaires, des flux qui sont mensuels, etc. Et les applications, bien entendu, sont parfois référentielles, peuvent être des applications, on va dire, clientes ou des applications sources de données. Et il y a également des interactions entre les applications. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ce sont aussi des applications qui peuvent être mutualisées entre les pays. Alors vous verrez que ça a un impact assez important, notamment dans la manière dont on va anonymiser et dont on va gérer également les durées de conservation des données. L'avantage de ce projet, c'est qu'il fait quelque chose qui est très rare. On fait trois choses. On anonymise les données en environnement de production, on met en œuvre les durées légales de conservation qui sont hétérogènes sur les 10 pays de l'Union européenne sur lesquels nous travaillons, et nous mettons en place également le droit à l'oubli, donc qui est plus RGPD. Mais si on insiste vraiment sur la partie anonymisation des environnements hors production, ce qui est une grande contrainte par rapport au ciseaux, eh bien c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Donc l'anonymisation des environnements hors prod, comme l'a dit tout à l'heure Cécile, c'est le fait, simplement une fois qu'on a fait une copie de la base de production, des bases de production, définir un environnement de dev ou de qualif ou d'intégration ou de recette d'intégration chez nous, c'est le fait de recéter les applications bout à bout. D'accord? Mais c'est la partie maîtrisable en fait, avant la livraison en recette, avec des conditions d'accord de livraison, des PV à chaque étape. Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a fait cette copie de la base de production, on passe en fait un script, on passe des batchs d'ailleurs, on va passer des batchs qui vont anonymiser. D'accord? Voilà, donc nous sommes sur une problématique de batch. Donc c'est quelque chose qu'on fait, on fait du versionning, c'est-à-dire qu'on fait, on fait des releases qui peuvent aller jusqu'à 60 projets, 60 applications qu'on fait évoluer de manière synchronisée plusieurs fois dans l'année. Ça évite d'aller dans tous les sens et de désynchroniser, d'avoir on va dire des mises en production qui échouent, des retours arrière, etc. D'accord? Alors, il faut savoir que chacune de ces fonctionnalités, c'est-à-dire l'anonymisation des environnements hors prod, la gestion des durées légales de conservation définies par le responsable de traitement, notamment Calef, ou la mise en œuvre du droit à l'oubli, lorsqu'elle n'est pas mise en œuvre, peut aller pour une sanction qui va aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc vous faites 4% du chiffre d'affaires mondial de Calef multiplié par 10 pays. Vous voyez un peu l'enjeu qu'on a. Okay? Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en œuvre. Il faut savoir aussi que la plupart des éditeurs logiciels ne vous fournissent pas de solutions d'anonymisation, ou lorsqu'ils vous fournissent des solutions qui sont totalement hétérogènes. Vous avez souvent un effacement, tout simplement, ou alors un brouillage, comme l'a indiqué Cécile tout à l'heure, où on met les XXX partout. Et quand vous avez des règles de gestion de métier qui doivent avoir des cohérences fonctionnelles avec les données, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible. Okay? Donc, par rapport à ce projet, on traite des applications au cœur de métier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'essentiel de notre SI qui est traité à travers ce projet. Bien entendu, il y a des applications sur lesquelles il y a des comptes utilisateurs, des clients notamment internes. Ça, c'est quelque chose qui se gère par rapport aux administrateurs. Mais pour tout ce qui va concerner les autres tiers, sur lesquels on va avoir par exemple des prospects, des clients, nous sommes sur une clientèle d'entreprise, des bénéficiaires effectifs, des associés, des garants, des fournisseurs, des prestataires, ou même des tiers autorisés, notaires, etc., avocats, eh bien, il va falloir mettre en œuvre des anonymisations en fonction de l'environnement qui sont différenciés. Donc des très gros volumes de données, puisqu'on prend des applications au cœur de métier.
et de nombreuses versions de SGBD, comme je pense que ça doit être le cas sur vos différents SI. Il est rare de ne pas avoir au moins un ou deux des SGBD qui sont installés ici. L'avantage de la solution, c'est qu'elle est agnostique. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre que de connecter en fait le serveur, en fait Data Minimizer, à ces applications-là. Et quelles que soient les versions d'Oracle, de SQL Server, MySQL, la solution s'adapte. Donc, pas besoin de faire des développements monstrueux par rapport à ces différentes technologies. La solution se connecte immédiatement. Alors, les prérequis du succès, on va dire quelque chose de très simple. L'application fait le job en termes d'anonymisation, de pseudonymisation. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure, le fait de pseudonymiser consiste juste à cocher une case pour demander à ce que la valeur d'origine soit stockée dans une table chiffrée. La table peut être chiffrée sur le serveur de traitement ou chiffrée chez un tiers de confiance. Donc, c'est une question de case à cocher. Et si vous voulez faire un retour en arrière, et bien à ce moment-là, vous faites un script de retour en arrière, tout simplement. Pour faire ce projet, il est très important d'avoir une connaissance du SI, c'est-à-dire une connaissance fonctionnelle. L'application fait le job. Je vous donne un exemple. Nous, au niveau du crédit, on fait de la location, on fait de l'affacturage, on fait également du financement, on va dire, de produits durables et d'éoliennes, etc. On a des clients entreprises. On ne peut pas financer des mineurs. Si vous faites une randomisation, par exemple, au niveau d'une date de naissance, vous pouvez vous retrouver avec un mineur. Donc, on va faire ce qu'on appelle un bruit. Donc, on va rajouter un +1 dans la date, le mois ou autre. Donc, ce sont des règles de gestion de métier. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des blocages qui font que vous ne pouvez pas utiliser ensuite fonctionnellement la donnée anonymisée. Donc, il est très important de connaître les applications, de se reposer également sur les modèles physiques de données qui ne sont pas forcément mis à jour d'ailleurs, mais en tout cas sur les règles fonctionnelles métiers qui sont maîtrisées par les responsables applicatifs ou les responsables métiers. Bon, moi, j'ai passé 13 ans à la DSID, j'avais plusieurs départements, j'ai fait à peu près tous les départements et conçu le SI de Calef depuis 2005, pendant 13 ans. Donc, je voyais bien le SI puisque je faisais partie de ceux qui l'avaient conçu. Donc, ça a aidé, mais on a vraiment travaillé avec les responsables applicatifs et les responsables métiers. Ensuite, une chose aussi qui est importante, c'est l'optimisation de l'anonymisation. On ne va pas lancer des anonymisations tous les jours sur des environnements hors prod. On le fait vraiment quand on fait des releases et qu'on a besoin, on va dire, de mettre à jour l'environnement pour déjà avoir des données récentes et surtout pour pouvoir travailler de manière totalement sécurisée, sachant que 75% des violations de données se font sur les environnements hors prod. C'est souvent là que l'environnement est attaqué, hein, ce n'est pas l'environnement de prod. Et puis, par exemple, pour les droits à l'oubli et le droit à l'effacement des données et les durées de conservation, on va lancer des batchs mensuels. Ça ne sert à rien d'aller faire un traitement tous les jours. Une fois par mois, ça suffit, puisque le délai de mise en œuvre de l'exercice de droit, c'est le mois. Voilà, donc c'est aussi une solution qui est, on va dire, optimisée pour sauvegarder notre planète, tout simplement. D'accord ? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Alors, la solution dispose d'un ordonnanceur interne et d'un ordonnanceur externe. Là, notamment chez nous, c'est Control-M hein, qu'on utilise pour mettre en place les batchs. Et puis, il y a une chose aussi qui est assez importante, c'est la conduite du changement. On a eu beaucoup de responsables applicatifs, vous savez, des grands experts dans leurs applications, qui disaient vous allez tout péter, c'est pas bon du tout, voilà, ne touchez à rien. Et bien en fait, on a défini des règles de gestion avec eux et les dépendances aussi, hein, parce que voilà, quand on est hors prod et qu'on fait des choses de manière segmentée, applicative, on peut lancer une anonymisation sur chaque base. En revanche, quand on est en interface, quand on est vraiment sur quelque chose d'intégré, environnement d'intégration ou de recette, il faut tenir compte des dépendances, alimenter le haut et puis par ruissellement, ça anonymise le bas. Et bien, quand on a fait des qualifs, donc la vérification, et ben, ils nous ont dit, bah, écoute, ça marche totalement, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc aujourd'hui, avant même, enfin au moment où on faisait les tests, avant même qu'on ait terminé, pour eux c'était terminé, quoi. Il fallait déjà le mettre en œuvre. Bon, ça c'était quelque chose de très intéressant. Juste sur la connaissance du SI, tout à l'heure Cécile en a parlé, l'outil dispose des fonctionnalités de découverte des données. C'est-à-dire qu'en fait ça vous descend en fait les métadonnées pour les schémas de base de données, les bases de données et les tables. Ça vous descend tout. Ça vous descend vraiment tout.
D'accord? Donc ça vous permet d'optimiser. Et de ce côté-là, on a pu améliorer notamment notre dictionnaire de données, donc qui a bénéficié de toutes ces métadonnées pour le lineage et autres. Voilà. Passer la suite. Alors, comment on a procédé par rapport à ce projet? On a d'abord fait un POC. Vous savez, parce que plein d'éditeurs vous disent qu'ils savent tout faire. On a notamment fait un POC avec une grosse société américaine qui savait tout faire, qui en fait ne savait pas tout faire. Donc, je ne vais pas dire son nom. Donc ce POC a été conclu, on a pris 6 bases, ça a descendu, on a fait une copie sur un environnement vraiment sécurisé. Et donc ça a non seulement fonctionné au niveau de l'anonymisation, enfin de la découverte des données, mais également au niveau de l'anonymisation. Ensuite, on a mis en place un cadrage fonctionnel et technique pour définir l'architecture, voir quels sont les serveurs que nous mettons. Je pense qu'on a dû mettre un serveur de traitement par rapport Au départ, à 28 applications, voilà. Donc c'est un licensing au serveur. Ce n'est pas un licensing à l'utilisateur nommé. C'est vraiment, enfin vous avez un serveur par exemple SQL, vous pouvez mettre 75 ou 200 machines derrière, ça sera une seule licence. D'accord? Donc c'est vraiment très, très intéressant. Ne devez pas le dire devant le patron parce qu'il va remonter le prix. Donc, après, une fois qu'on aura fait. Alors ensuite, on a implémenté des plateformes hors prod. On a mis en place une plateforme de développement, une plateforme de qualif et une plateforme de pré-prod. Voilà, on a mis 3 plateformes en place. On a branché les 30 applications. Voilà, on a fait la découverte des données immédiatement au 4e trimestre 2023. On a démarré également la vérification des données. Voilà, on a récupéré les métadonnées dès le lancement au T1 2024 d'ailleurs. On a généré les scripts d'anonymisation. Alors ça peut être des scripts Groovy ou des scripts qui sont vraiment développés en SQL. Et donc c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. On a mis en place la qualification et là on est en phase de MEP là, voilà, par rapport à l'environnement hors prod. Pour la partie production, c'est une technique un peu particulière, une recette qu'on a mise en place qui nous permet de cibler les dossiers et les tiers à effacer. Parce que vous avez des durées de conservation en France en fonction de la nature du tiers, c'est-à-dire prospect par exemple, client ou du dossier. Si vous prenez les normes BAL2 ou les normes par exemple IFRS 9 comptable, eh ben, c'est 10 ans après la fin du dossier. Alors que si vous prenez les lois locales sur les tiers et les clients et les prospects, c'est 3 ans après le dernier contact entrant du prospect, au présent d'une activité. Et pour les clients, c'est 5 ans après la fin de toute relation commerciale, procédure tendancieuse, répulsée. Voilà, et donc là, on va passer sur la partie MEP également de tout ce qui est environnement de production, c'est-à-dire le droit à l'oubli et le respect des durées de conservation, en fonction du pays qui gère le dossier. alors les gains. Alors les gains, le premier gain, ça a été l'amélioration et l'actualisation de la connaissance des modèles de données. Donc ça a vraiment été le gros truc. Tout de suite, avant même qu'on ne fasse le moindre développement, on avait déjà descendu les métadonnées de l'ensemble des tables. Donc ça a vraiment enrichi notre data catalogue. Ensuite, la chose qui est intéressante aussi, c'est que l'anonymisation est homogène et interapplicative. C'est-à-dire que la donnée que vous allez avoir, quand vous allez avoir Jean dans une application, il sera anonymisé en Omar ou en Moussa ou en tout ce que vous voulez dans l'ensemble des applications de la même manière. Il suffit d'employer la clé référentielle qu'il faut et vous allez avoir la même anonymisation du nom, du prénom, de l'adresse email, de la date de naissance et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et fonctionnellement, du point de vue de l'utilisateur qui va tester, c'est une chose qui est vraiment intéressante. L'anonymisation dure 15 minutes à tout casser sur la base. Voilà. Prenez n'importe quelle base, vous lancez, c'est 15 minutes maximum. Bon, ça va vraiment dire que c'est pas la fin du monde, quoi. Bon, on le fait une fois par mois, donc ça ne prend pas 10 ans. L'avantage, c'est que les données sont anonymisées, donc pas d'exfiltration de données qui puissent être utilisées. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est le cas en hors prod et en production. Okay, notamment sur des données obsolètes, parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand vous avez une exfiltration des données, non seulement vous pouvez avoir des données obsolètes, c'est-à-dire non anonymisées en fonction de la durée légale de conservation, ça c'est une première sanction, et deuxièmement, vous avez aussi des données qui sont des données de production, on va dire dit, et qui peuvent être exfiltrées. Donc au moins, ça règle au moins le problème en environnement en prod et pour les durées de conservation et les droits oubliés. L'autre chose aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure,
un bon ratio coût-qualité et une installation facile. C'est 2 jours maximum pour installer la plateforme. 2 jours. Voilà, et on a vraiment, nous, travaillé pour que l'ensemble du groupe Crédit Agricole en bénéficie. Donc, l'installation, c'est vraiment pas un truc compliqué. On a un bon accompagnement d'Arcade, donc ça, je tiens vraiment à le signaler. Je fais pas de témoignages, hein. C'est la première fois j'ai dû faire des témoignages sur 2 produits en 25 ans de carrière. Donc, l'autre chose aussi, c'est que le projet qu'on a mis en place, c'est-à-dire les scripts qu'on met en place, sont duplicables, quelle que soit l'entité du Crédit Agricole. Il suffit juste de nommer la métadonnée concernée et vous reprenez exactement le même script. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Et l'architecture est scalable. On va pouvoir capitaliser sur ce que vous avez fait ailleurs dans le groupe. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors très rapidement, on parle de ce produit-là qui s'appelle Dot Anonymizer, donc qui existe aujourd'hui dans une version studio serveur, donc avec un studio qui permet de paramétrer les projets, de modifier les algorithmes qui sont déjà built-in dans la techno, de créer les lignes de commande également. Et puis de l'autre côté d'un serveur qui s'installe sur une machine virtuelle en production et qui va permettre de faire toutes les transformations de données, que ce soit sur base structurée, hein, que vous avez ici. La liste est pratiquement complète, il en manque encore quelques-uns, puisqu'on commence à s'attaquer aux bases cloud maintenant. Et puis donc tout ce qui est fichier plat également, JSON, CSV, XML et des fichiers texte également. Voilà. Donc très rapidement peut-être. Alors on va se présenter rapidement. Donc le groupe Crédit Agricole, ce sont des banques, d'accord. Donc les caisses régionales que vous avez, c'est le LCL également, ça très peu de gens le savent, et c'est Before Bank. Et ensuite vous avez des filiales spécialisées. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes leaders en fait français et on a vocation à l'être européen, au niveau européen, sur le leasing et la facturage. Et le financement des énergies. On est présent sur 11 pays, dont un en Afrique. On a 256 000 clients, entreprises, administrations, organismes de toute nature, y compris d'État. On a un encours financier de 32 milliards d'euros et nous sommes un groupe de 2789 collaborateurs. Voilà. Moi, je suis en charge des 11 pays, comme DPO pan-d'Europe et DPO local, les gars. Et donc Arcade Software est un éditeur français basé à Annecy qui a 32 ans d'expérience sur des sujets liés au legacy et au fait de faire perdurer les legacy dans des pipelines DevSecOps. On est présent dans 75 pays, on a beaucoup de clients et même côté anonymisation, simplement, on commence à atteindre un seuil intéressant et on commence aussi à travailler avec de très grosses structures françaises sur ce sujet-là, dont Crédit Agricole Leasing Factoring. On est un peu plus d'une centaine de collaborateurs et DOT, c'est vraiment la marque spécialisée de la société Arcade sur l'extraction des données et sur la gestion des données de test. Voilà, donc des données anonymisées. Voilà, quelques questions. Sinon, si on peut encore utiliser l'espace, sinon nous sommes juste derrière sur le stand numéro 7. Vous pouvez nous retrouver si vous avez de plus amples questions, vous les posez maintenant. Bon, pas de questions. En tout cas, si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à venir sur notre stand. Merci.